Bonjour. L'origine de la Journée internationale des femmes est bien souvent méconnue du grand public. Aujourd'hui, elle est célébrée à travers le monde, essentiellement occidental, mais elle est détournée de sa fonction originelle pour en faire une célébration inoffensive, à l'image d'un certain type de féminisme petit bourgeois actuel qui dissocie lutte des classes et émancipation des femmes. Pourtant, cette journée a par le passé fortement marqué l'histoire des travailleuses et des travailleurs. Dans cette vidéo, nous allons aborder le rôle des femmes dans la Révolution russe et les leçons que nous pouvons en tirer dans la lutte pour l'émancipation des femmes aujourd'hui. C'est en août 1910, lors de la conférence socialiste de Copenhague, qu'est adoptée la proposition de Clara Zetkin, marxiste, militante du Parti social-démocrate allemand et présidente de l'Internationale socialiste des femmes, d'organiser chaque année au mois de mars une journée internationale des femmes dont le but immédiat est l'obtention du droit de vote des femmes. Cependant, Clara Zetkin rappelle que sans liberté économique, le droit de vote n'est ni plus ni moins qu'un chèque sans provision. Pour elle, le droit de vote ne supprime pas le principal obstacle au libre épanouissement de la femme prolétaire, c'est-à-dire la propriété privée des moyens de production, racine de l'exploitation et de l'oppression. Le 8 mars 1917 au matin, en pleine Première Guerre mondiale, les travailleuses du textile de plusieurs usines de l'arrondissement de Vyborg à Pétrograd en Russie, lasses de passer des heures dans les files d'attente devant les boulangeries pour du pain de plus en plus rare, se réunissent et décident seules de manifester contre le manque de pain et la vie chère. Sans y être appelées, elles se mettent spontanément en grève et entraînent les ouvriers métallurgistes et les partis révolutionnaires à l'insurrection, qui débouchera 7 jours plus tard, le 15 mars 1917, sous la pression de l'état-major, à l'abdication du tsar Nicolas II. Elle déclenche alors ce jour-là, sans le savoir, la révolution russe. Malheureusement pour ces femmes, l'histoire soviétique officielle, dépeinte par Staline ou Solzhenitsyn, s'acharnera par la suite à effacer ou à réduire au rôle de simples exécutantes ces ouvrières du textile, considérées comme le secteur le plus arriéré de la classe ouvrière russe. Les femmes russes qui se sont engagées dans la lutte pour l'émancipation sociale et leur propre émancipation portaient sur leurs épaules un lourd héritage. La société traditionnelle russe était une société paysanne patriarcale marquée par une violence à l'égard des femmes, des enfants et des jeunes. À l'époque tsariste, la femme était quasiment l'esclave de l'homme. Elle n'était pas considérée comme un être humain et par conséquent n'avait pas de droits. Les paysannes subissent quotidiennement les coups de leur père, puis de leur mari, une fois adultes. Entre 1860 et 1870, un mouvement de protestation contre le régime tsariste se développe au sein d'une fraction de la jeunesse russe cultivée, issue de l'aristocratie et de l'intelligentsia, en particulier chez les jeunes filles. Insatisfaites du monde dans lequel elles vivent, elles souhaitent s'émanciper par l'accès aux études supérieures qui leur étaient jusqu'ici interdits. Ces femmes s'engagent pour aider les paysans et les paysannes à sortir de leur arriération. Elles organisent des écoles du dimanche pour ces derniers, majoritairement analphabètes. Certaines, dans leur action d'engagement envers le peuple, décident de devenir sages-femmes, infirmières ou institutrices. Les jeunes femmes de cette minorité riche et cultivée vont pour certaines cheminer de l'étude à la révolte, à la lutte politique, puis au terrorisme. Elles voient dans la paysannerie le moteur de la révolution. Mais cette volonté d'aider le peuple, puis de l'éclairer et enfin de le soulever, se heurte aux réalités de la vie paysanne. Les paysans sont dans un état de délabrement tellement important qu'ils ne comprennent pas les intentions bienveillantes de ces populistes venus les soigner ou les instruire, et bien souvent les chassent à coups de fourche. C'est pourquoi certaines et certains, las d'attendre l'émancipation lointaine de la paysannerie, se tournent vers l'attentat individuel ou le terrorisme. Ils pensent alors pouvoir soulever la paysannerie en abattant les représentants du régime tsariste, voire jusqu'au tsar lui-même. Cette stratégie aboutira à un échec,
car les paysans ne se révolteront pas. Le renforcement de la politique répressive contre ce mouvement conduira à son extinction. Entre 1880 et 1890, sur les 21 révolutionnaires condamnés à la prison à vie, la moitié étaient des femmes. Parmi les femmes révolutionnaires d'origine aristocratique qui s'engagent dans cette voie, on trouve notamment Vera Finger, qui se donne pour objectif de soigner les paysans. Elle fut la dernière dirigeante de l'organisation Narodnaya Volia, qui signifie la volonté ou la liberté du peuple. Elle abattit le tsar Alexandre II le 1er mars 1881 et passa 20 ans de sa vie au bagne. À ses côtés, on trouve également Sofia Perovskaya, l'organisatrice de l'attentat réussi contre Alexandre II et qui fut la première femme pendue en Russie pour un attentat politique. À la suite de cette période, deux courants vont émerger au sein du mouvement des femmes. D'un côté, celles qui perpétuent la tradition terroriste contre le régime et voient toujours dans la paysannerie la force essentielle de la révolution. De l'autre, celles de plus en plus nombreuses qui tentent de se lier au mouvement ouvrier naissant. Cette nouvelle classe laborieuse, sans organisation, puisque les syndicats ou les partis sont interdits, est soumise à une journée de travail de 14 à 16 heures et à des salaires très bas. Les ouvrières enceintes ne peuvent quitter le travail que lorsqu'elles ressentent les premières contractions et doivent le reprendre dès le lendemain de l'accouchement, sous peine d'amende ou d'être licenciées. Les mauvaises conditions d'allaitement et l'hygiène lamentable entraînent la mort d'un bon tiers des enfants d'ouvrières avant l'âge d'1 an. Les femmes révolutionnaires prennent une place croissante dans les petites organisations ouvrières clandestines qui se constituent comme cercles d'études ou de réflexion, malgré les réticences des membres masculins. Parmi ces femmes qui s'engagent dans l'activité révolutionnaire, on trouve notamment Elena Stasova. Née dans une famille aristocratique, elle deviendra la secrétaire du comité central du parti bolchevique en 1917. Alexandra Kollontai, fille d'un général russe d'origine ukrainienne, issue d'une famille de la noblesse terrienne, elle deviendra commissaire du peuple à la protection sociale dans le premier gouvernement bolchevique après la guerre, et donc première femme ministre au monde. Elle s'engage très tôt dans le combat pour le droit des femmes. Elle est une des principales promotrices de l'organisation des ouvrières et une agitatrice politique reconnue. Et enfin, Inessa Armand, qui commence son activité en luttant contre le fléau de la prostitution et qui deviendra l'une des responsables principales de la politique féminine du gouvernement bolchevique et de l'internationale communiste. En réaction à la stratégie de la Russie de poursuivre son développement industriel via la surexploitation de la population ouvrière, le mouvement ouvrier va alors passer du stade de l'éducation théorique et de la propagande à celui de l'agitation et de l'action afin de contribuer au développement des grèves. C'est ainsi qu'en 1896 éclate l'une des premières grandes grèves des ouvrières et ouvriers du textile contre leurs conditions de travail. Les grèves d'ouvrières qui se forment ont pour la plupart des revendications spécifiques, comme notamment l'instauration d'un congé maternité de 10 semaines, une pause pour allaiter ou encore la création de crèches dans les usines. À partir de 1905, le mouvement social et politique des femmes va à nouveau se scinder. D'un côté, les féministes bourgeoises ou petites bourgeoises, pour lesquelles la question des femmes est avant tout une question de droit et de justice. Elles se situent du côté des classes possédantes et souhaitent obtenir les places qu'elles méritent aux côtés des hommes de leur milieu. Pour elles, le mouvement des femmes doit être indépendant des classes sociales. Majoritairement composée des femmes de la bourgeoisie, elles considèrent que c'est l'unité qui fait la force, et que cette unité n'est possible qu'en rejetant toute affiliation à un parti. Ces dernières sont malgré tout attentives au sort des ouvrières, et tentent de créer des clubs des travailleuses. Mais un fossé sépare la bourgeoise de la domestique, qui travaille pour elle 15 à 16 heures par jour et qu'elle méprise. De l'autre côté se développe le mouvement des femmes prolétaires, pour lesquelles la question des femmes est une question de bout de pain pour manger. Les femmes bolcheviques qui appartiennent à ce mouvement déclarent que la seule solution pour améliorer la position de la classe ouvrière en général et des femmes en particulier, c'est l'organisation du prolétariat. Parce que les femmes, à cause de leur situation économique et domestique, ont beaucoup moins de moyens pour se défendre contre les contraintes et l'exploitation du capital. Pour elles, les femmes des classes et groupes sociaux différents de la société ont besoin de droits différents. Les ouvrières doivent se battre
pour tous les besoins de la classe ouvrière. Elle voit dans l'émancipation de la classe ouvrière face au capital le chemin de leur propre émancipation. Ces deux destins sont intimement liés. Les femmes bolcheviques occupent une place non négligeable dans l'activité politique du parti, contrairement aux autres forces politiques. Elles insistent sur la nécessité de s'attacher à l'organisation des ouvrières et éditent des tracts sur les questions prolétariennes spécifiquement féminines. La révolution russe d'octobre 1917 va accélérer de façon fulgurante le droit des femmes comme jamais aucun autre pays ne l'avait encore fait et engendrer un bouleversement social et politique profond. La révolution et la guerre civile va propulser des dizaines de militantes et transformer des femmes en commissariats aux armées, chefs de guerre, commissaires du peuple, commissaires politiques, théoriciennes et agitatrices. Dès les premiers mois de la Révolution, les bolcheviks prennent des mesures démocratiques majeures pour l'ensemble de la société. Ils suppriment les castes sociales, annulent la dette des emprunts russes, nationalisent les banques, créent une banque centrale d'État, décrètent la séparation de l'Église et de l'État, de l'Église et de l'école et créent un État civil. Sous la pression d'Alexandra Kollontai, d'Inessa Armand et d'autres militantes révolutionnaires, le gouvernement affirme la volonté de créer un réseau de crèches et de jardins d'enfants. Il déclare la non-ingérence de l'État et de la société dans les relations sexuelles entre individus, sauf en cas de violence, et donc la suppression des peines de prison pour homosexualité. Il dépénalise l'avortement par un décret du 18 novembre 1920 et lutte contre l'analphabétisme. Alexandra Kollontai est nommée commissaire à la protection sociale dans le Conseil des commissaires du peuple, formé le 26 octobre 1917. Elle proclame de nouveaux droits pour les femmes, tels que l'interdiction d'employer des femmes et des jeunes de moins de 18 ans des deux sexes dans les travaux souterrains ou de réaliser des heures supplémentaires. L'instauration de 2 semaines de congés payés par un décret du 20 juin 1918 que seule la grève générale arrachera en France en juin 1936, soit 18 ans plus tard, l'instauration du mariage civil, l'instauration du divorce via 2 décrets promulgués les 16 et 18 décembre 1917. Mais le gouvernement révolutionnaire peinera à mettre en application toutes ces nouvelles mesures. Le pays est dévasté par presque 4 ans de guerre impérialiste et 3 ans de guerre civile. La révolution russe est la hantise du monde capitaliste qui utilise tous les moyens possibles, dont militaires, pour faire tomber le gouvernement révolutionnaire. Le pays est acculé et tous les moyens sont mobilisés pour défendre la révolution. Une grande partie de ces conquêtes va ensuite être piétinée par Staline suite à son arrivée au pouvoir, qui érigera à la place de la classe capitaliste dominante une classe bureaucratique. Il prônera le culte de la famille, avec le retour de la morale traditionnelle religieuse, du patriarcat et des valeurs familiales. Ainsi, en 1934, les peines de prison pour homosexualité sont rétablies et un nouveau code de la famille est promulgué, pénalisant lourdement le divorce, dont le coût devient exorbitant. En juin 1936, l'avortement est interdit et puni. Aux antipodes de la femme révolutionnaire, la femme du bureaucrate ne doit être que le double effacé de son époux. Seule l'égalité de droit entre hommes et femmes, le congé maternité avec maintien de salaire, le réseau de maternité, de crèches et de jardins d'enfants est conservé. Mais ces principes sont loin de se traduire dans la réalité. Aujourd'hui, le poids de la société patriarcale perdure de génération en génération, malgré les droits conquis lors des mouvements sociaux et politiques. Le système capitaliste poursuit son développement dans l'ensemble des pays du monde à travers la surexploitation des travailleuses et des travailleurs et des ressources naturelles, mettant en péril la survie de l'humanité et de son écosystème. Selon l'ONU, qui n'est pas connue pour être une organisation révolutionnaire, au rythme actuel, il faudrait 300 ans pour atteindre la stricte égalité entre femmes et hommes au sein d'une même classe ou couche sociale. On pourrait même se demander
si elle est envisageable tant que l'on reste au sein du système capitaliste. Le profit capitaliste est issu de l'exploitation du travail humain. L'inégalité entre les travailleuses et les travailleurs, indépendamment des catégories socioprofessionnelles, est inhérente aux lois du capitalisme pour la maximisation des profits. La situation de crise que nous vivons actuellement est un frein supplémentaire à l'émancipation des femmes. On peut même noter des reculs, notamment concernant le droit à l'avortement dans un certain nombre de pays. Comme à la période pré-révolutionnaire russe, différentes formes de féminisme existent. Mais à force est de constater que c'est le féminisme bourgeois qui est mis en avant par les médias dominants et qui s'efforce de parler des femmes en niant les barrières de classe qui existent entre elles. Bien que les femmes subissent une oppression particulière, il existe une différence majeure, par exemple, entre les actrices hollywoodiennes, ou même les actrices françaises, et les travailleuses et les syndicalistes CGT de Verbaudet, qui ont mené une lutte exemplaire, mais qui n'ont pas bénéficié du même soutien ou de la même couverture médiatique. Les femmes prolétariennes sont toujours engagées aujourd'hui, notamment au service des plus vulnérables. Enseignantes, éducatrices, travailleuses sociales, soignantes, fonctionnaires, femmes de ménage, caissières. Elles s'engagent majoritairement au service de l'intérêt général et de la société dans son ensemble. Elles exercent un rôle social majeur au sein de la société. Malgré cela, elles possèdent pour une vaste partie d'entre elles les salaires les plus bas et n'ont toujours pas accès à l'égalité salariale avec les hommes. Elles constituent la grande majorité des familles monoparentales et la couche la plus précarisée du salariat jusqu'à l'âge de la retraite. En 2023, toujours selon l'ONU, une femme sur 10 dans le monde est dans une situation d'extrême pauvreté. Contrairement à la femme bourgeoise, c'est toujours la double peine du travail salarié et domestique pour les femmes prolétariennes. Il est temps aujourd'hui d'accélérer la prise de conscience des femmes prolétariennes de leur potentialité et de renforcer l'organisation des travailleuses dans la lutte pour l'amélioration de leurs conditions d'existence. Cela ne pourra être réellement mis en œuvre qu'à travers celle pour l'avènement d'une nouvelle société débarrassée de toute forme d'exploitation et de domination. Les femmes ont toujours été le moteur des révolutions. Elles portent dans leur action les graines prêtes à germer de la société future, mais dont le développement est entravé par le poids du patriarcat et de la propriété capitaliste.